Pourquoi certaines maisons restent-elles fraîches, même lorsqu'il fait plus de 40 degrés à l'extérieur, sans le moindre climatiseur? La réponse ne vient pas d'un gadget moderne. Elle vient d'une technologie vieille, de plus de 2000 ans, presque totalement oubliée aujourd'hui, mais qui a posé les bases de tout ce que nous appelons maintenant la réfrigération domestique. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment des civilisations entières ont réussi à produire du froid, à conserver de la glace en plein désert et à climatiser leurs maisons sans électricité. Vous allez comprendre la physique derrière ce principe, pourquoi il fonctionne encore aujourd'hui, et surtout, comment l'appliquer chez vous, avec des matériaux simples. Restez jusqu'à la fin, car la dernière méthode est celle qui produit les résultats les plus surprenants pour le coût le plus faible. Avant l'invention du réfrigérateur électrique, garder les aliments frais et supporter la chaleur de l'été n'était pas une question de confort. C'était une question de survie. Sans moyen de conserver la nourriture, les récoltes pourrissaient, l'eau devenait tiède et impropre, et les journées les plus chaudes rendirent le travail impossible. Les civilisations installées dans des régions arides, comme en Perse antique, dans la péninsule arabique ou en Égypte, ont dû innover très tôt. Elles ne disposaient d'aucune source d'énergie mécanique. Leur seule ressource était la compréhension fine des phénomènes naturels. Le vent, l'évaporation, l'inertie thermique des matériaux et le rayonnement nocturne. C'est de cette contrainte qu'est né un ensemble de techniques que l'on regroupe aujourd'hui sous le nom de refroidissement passif. Et parmi elles, une invention se distingue particulièrement. En Perse antique, dans des régions où les températures diurnes dépassaient facilement 40 degrés, les habitants construisaient des structures coniques en terre, appelées yakshal. Le mot signifie littéralement « fosse à glace ». Un yakshal est un bâtiment en forme de dôme, souvent haut de plusieurs mètres, construit avec un mortier composé de sable, d'argile, de cendres et de blanc d'œuf. Ce mélange, une fois séché, devenait presque imperméable et possédait une excellente capacité d'isolation thermique. La structure fonctionnait selon un principe simple. Pendant la nuit, l'eau était acheminée dans des bassins peu profonds autour du bâtiment. Grâce au rayonnement nocturne, c'est-à-dire la perte de chaleur d'une surface vers un ciel dégagé et froid, l'eau pouvait geler même lorsque la température de l'air ambiant restait légèrement positive. La glace formée était ensuite stockée dans la structure souterraine du yakshal, où l'inertie thermique de la terre et l'épaisseur des murs empêchaient la chaleur extérieure de pénétrer. Le résultat est saisissant. Cette glace pouvait se conserver pendant des mois, y compris en plein été, dans une région où il ne gelait presque jamais le jour. Ce système a permis de conserver des aliments et de produire des boissons fraîches des siècles avant l'invention de l'électricité. Cette technique dépend toutefois de conditions précises. Elle fonctionne dans les climats désertiques où les nuits sont fraîches et le ciel généralement dégagé, car le rayonnement nocturne a besoin d'un ciel sans nuages pour être efficace. Dans un climat humide ou nuageux, ce principe perd une grande partie de son efficacité. À la même époque et dans les mêmes régions, une autre invention accompagnait souvent le yakshal. Il s'agit des tours à vent, appelées bajir en persan. Une tour à vent est une structure verticale placée au-dessus d'un bâtiment, ouverte sur plusieurs côtés. Son rôle est de capter les courants d'air en hauteur, là où le vent est plus constant, puis de les diriger vers l'intérieur du bâtiment. Le fonctionnement repose sur deux principes physiques complémentaires. Le premier est la ventilation directe. L'air frais capté en hauteur descend dans la tour et rafraîchit les pièces habitées. Le second est plus subtil et s'appelle l'effet Venturi, associé à la convection thermique. Lorsque l'air chaud s'échappe par un côté de la tour, il crée une dépression qui aspire l'air plus frais par un autre côté, créant une circulation continue sans aucune source d'énergie. Certaines tours à vent étaient même combinées à des kanates, des canaux souterrains transportant de l'eau fraîche. L'air descendant dans la tour passait au-dessus de l'eau du kanat, se rafraîchissait par évaporation, puis remontait dans les pièces de vie. C'est un système de climatisation complet, entièrement passif, conçu il y a plus de 1000 ans. La limite principale de cette technique est qu'elle nécessite un vent relativement constant et un air sec. Dans un climat humide, l'évaporation est beaucoup moins efficace, car l'air est déjà chargé d'humidité et ne peut pas absorber davantage de vapeur d'eau. Pour comprendre pourquoi ces techniques anciennes fonctionnent, il faut revenir à un principe physique simple. L'évaporation absorbe de la chaleur. Lorsqu'un liquide passe de l'état liquide à l'état gazeux, il a besoin d'énergie pour effectuer cette transformation. Cette énergie, appelée chaleur latente de vaporisation, est puisée dans l'environnement immédiat. C'est exactement ce qui se passe lorsque la sueur s'évapore sur la peau et procure une sensation de fraîcheur. Le même principe s'applique à l'air qui traverse une surface d'eau ou un tissu humide. En captant l'humidité, l'air se refroidit. C'est ce mécanisme qui est à l'origine du refroidissement évaporatif moderne, utilisé encore aujourd'hui dans certains appareils appelés climatiseurs évaporatifs ou rafraîchisseurs d'air.
Ce principe explique aussi pourquoi ces méthodes sont beaucoup plus efficaces dans les climats chauds et secs que dans les climats chauds et humides. Plus l'air ambiant est sec, plus il peut absorber d'humidité, et donc plus le refroidissement par évaporation est important. Dans un climat déjà saturé d'humidité, l'effet est minime, voire contre-productif, car il augmente l'inconfort lié à l'humidité ambiante. Un autre principe essentiel utilisé dans l'architecture ancienne est l'inertie thermique, aussi appelée masse thermique. Certains matériaux, comme la pierre, la terre crue, l'adobe ou le béton épais, ont une capacité importante à absorber la chaleur pendant la journée et à la restituer lentement pendant la nuit. Cela crée un décalage thermique entre l'extérieur et l'intérieur du bâtiment. Dans les maisons traditionnelles construites avec des murs épais en pierre ou en terre, la chaleur du jour met plusieurs heures à traverser le mur. Lorsque la chaleur atteint enfin l'intérieur, la nuit est souvent déjà tombée et la température extérieure a baissé. Le mur épais agit comme un tampon thermique. Ce principe explique pourquoi certaines maisons anciennes en pierre restent fraîches en été et pourquoi les habitations modernes à ossature légère, avec des murs fins, se réchauffent et se refroidissent beaucoup plus vite, suivant presque instantanément la température extérieure. La limite de ce principe est qu'il nécessite une amplitude thermique importante entre le jour et la nuit pour être vraiment efficace. Dans les régions où la nuit reste presque aussi chaude que le jour, l'inertie thermique seule ne suffit pas à garder une maison fraîche. La ventilation croisée est un concept architectural qui consiste à créer des ouvertures sur des façades opposées d'un bâtiment, afin de permettre à l'air de circuler librement d'un côté à l'autre. Ce principe repose sur la différence de pression entre la façade exposée au vent et la façade sous le vent. L'air entre par un côté à haute pression et sort par l'autre à basse pression, créant un flux constant qui évacue la chaleur accumulée à l'intérieur. Les architectures traditionnelles méditerranéennes, nord-africaines et asiatiques ont largement exploité ce principe, avec des fenêtres alignées et des cours intérieurs qui facilitent la circulation de l'air. Ce système fonctionne particulièrement bien la nuit, lorsque l'air extérieur était plus frais que l'air intérieur. On parle alors de ventilation nocturne, une technique qui consiste à ouvrir les fenêtres la nuit pour évacuer la chaleur accumulée et à les refermer le jour pour conserver la fraîcheur à l'intérieur. Cette méthode dépend fortement de la configuration du logement. Un appartement avec des fenêtres sur un seul côté ne pourra pas bénéficier pleinement de la ventilation croisée, contrairement à une maison individuelle avec des ouvertures sur plusieurs façades. Dans de nombreuses architectures traditionnelles, en particulier autour de la Méditerranée et au Moyen-Orient, les habitations étaient mal construites autour d'une cour intérieure, souvent ombragée et parfois agrémentée d'un point d'eau. Cette cour joue un rôle thermique important. Pendant la journée, elle reste à l'ombre grâce aux murs environnants, ce qui limite l'accumulation de chaleur. L'air frais qui s'y trouve, plus dense que l'air chaud, a tendance à descendre et à s'infiltrer dans les pièces adjacentes, créant naturellement une circulation d'air frais vers l'intérieur du logement. La présence d'un point d'eau ou de plantation dans la cour ajoute un effet de refroidissement par évaporation, renforçant encore cette circulation d'air frais. Ce principe peut être adapté à plus petite échelle aujourd'hui, par exemple avec une terrasse ombragée, un patio ou même un simple espace végétalisé à l'entrée du logement, qui limite la chaleur transmise vers l'intérieur. Un autre aspect, souvent négligé de l'architecture traditionnelle, est le choix des couleurs et des matériaux de toiture. Dans de nombreuses régions chaudes, les toits et les façades sont peints en blanc ou dans des teintes claires. Cela s'explique par un principe physique simple, l'albédo, c'est-à-dire la capacité d'une surface à réfléchir le rayonnement solaire plutôt qu'à l'absorber. Une surface blanche réfléchit une grande partie de la lumière solaire, tandis qu'une surface sombre absorbe cette énergie et se réchauffe fortement. Des toits sombres peuvent atteindre des températures de surface très supérieures à celles de toits clairs exposés au même ensoleillement. Cette chaleur se transmet ensuite, par conduction, à l'intérieur du bâtiment. Repeindre un toit ou une façade dans une teinte claire peut donc réduire sensiblement la chaleur absorbée par un bâtiment. Cette solution reste toutefois soumise aux contraintes locales, comme les règlements d'urbanisme, l'aspect esthétique souhaité et le climat, car dans les régions froides, une surface sombre peut au contraire être recherchée pour capter la chaleur solaire en hiver. Les architectures traditionnelles intègrent souvent des éléments qui bloquent le rayonnement solaire direct avant qu'il n'atteigne les murs ou les fenêtres. On les appelle des brises-soleil, ou plus simplement des protections solaires. Ces éléments peuvent prendre la forme d'auvents, de treillis en bois, de moucharabiés, richement travaillés dans l'architecture arabo-musulmane, ou simplement de volets extérieurs. Le principe est le suivant. Il est beaucoup plus efficace d'empêcher la chaleur solaire de pénétrer que de tenter de l'évacuer une fois qu'elle est entrée. Une fenêtre exposée directement au soleil peut transformer une pièce en four, même avec un vitrage isolant.
En revanche, une protection extérieure qui bloque le rayonnement avant qu'il n'atteigne le verre limite considérablement l'échauffement. C'est une différence essentielle avec les rideaux ou les stores intérieurs qui interceptent la chaleur seulement après qu'elle a déjà traversé la vitre et commencé à réchauffer la pièce. Une protection placée à l'extérieur du bâtiment est toujours plus efficace qu'une protection placée à l'intérieur. Toutes les techniques mentionnées jusqu'ici concernent la gestion des flux d'air et du rayonnement solaire. Mais un autre élément est indispensable pour garder une maison fraîche, c'est l'isolation thermique. Un bâtiment mal isolé laisse la chaleur extérieure pénétrer facilement par les murs, la toiture et les fenêtres. Une bonne isolation ralentit ce transfert de chaleur, qu'il s'agisse d'empêcher la chaleur d'entrer en été ou de la retenir en hiver. Contrairement à une idée reçue, l'isolation ne sert pas seulement à garder la chaleur à l'intérieur en hiver. Elle fonctionne dans les deux sens et limite tout autant l'entrée de la chaleur estivale. C'est pour cette raison que les combles et les toitures, souvent les zones les plus exposées au rayonnement solaire direct, doivent être particulièrement bien isolées. L'efficacité de l'isolation dépend du matériau utilisé, de son épaisseur et de la qualité de sa mise en œuvre. Une isolation mal posée, avec des ponts thermiques ou des espaces mal comblés, perd une grande partie de son efficacité, quelle que soit la qualité du matériau choisi. Si ces méthodes fonctionnaient si bien, pourquoi ont-elles presque disparu ? La réponse tient en un mot, la climatisation électromécanique. Avec l'arrivée du compresseur électrique et des systèmes de réfrigération mécanique au XXe siècle, il est devenu possible de refroidir un espace de manière rapide et prévisible, sans avoir à adapter l'architecture du bâtiment à son climat local. Cette solution, bien que gourmande en énergie, a progressivement remplacé les techniques passives, jugées plus lentes et moins spectaculaires. Les constructions modernes ont alors souvent abandonné les principes bioclimatiques traditionnels au profit d'une architecture standardisée, identique, quel que soit le climat, en comptant sur la climatisation pour compenser ces choix. C'est ce qui explique pourquoi de nombreux bâtiments récents deviennent difficilement vivables sans climatisation, alors que des habitations traditionnelles, dans les mêmes régions, restaient confortables sans aucune source d'énergie. Aujourd'hui, avec la hausse du coût de l'énergie et une prise de conscience environnementale croissante, ces techniques ancestrales reviennent progressivement au centre de l'attention, sous le nom d'architecture bioclimatique. Voici comment transposer ces principes anciens dans un logement actuel avec des moyens simples. Premièrement, pratiquez la ventilation nocturne lorsque c'est possible. Ouvrez les fenêtres la nuit lorsque l'air extérieur est plus frais, puis fermez-les et tirez les volets ou les rideaux dès le matin pour conserver cette fraîcheur toute la journée. Cette méthode est particulièrement efficace dans les climats avec une forte différence entre les températures nocturnes et diurnes. Deuxièmement, installez des protections solaires extérieures sur les fenêtres les plus exposées, en particulier celles orientées à l'ouest et au sud, selon l'hémisphère. Un simple store extérieur, ou un auvent, peut réduire considérablement la chaleur qui pénètre par le vitrage. Troisièmement, si vous avez un espace extérieur, envisagez de le végétaliser. Les plantes créent de l'ombre et rafraîchissent l'air par évaporation à travers leurs feuilles, un phénomène appelé évapotranspiration. Quatrièmement, pour un effet de rafraîchissement évaporatif simple, un linge humide suspendu devant une fenêtre ouverte où l'air circule peut légèrement abaisser la température de l'air qui pénètre dans la pièce. Cette méthode reste modeste et fonctionne uniquement dans un air sec. Elle ne remplace pas un système de climatisation dans un climat humide. Cinquièmement, vérifiez l'isolation de vos combles si vous habitez sous un toit directement exposé au soleil. C'est souvent la zone qui accumule le plus de chaleur dans une maison. Sixièmement, si votre logement le permet, créez une circulation d'air en ouvrant des fenêtres sur des façades opposées plutôt qu'un seul côté du logement. Même un léger courant d'air traversant améliore sensiblement le confort thermique ressenti. Chacune de ces solutions dépend du climat, de l'orientation du logement et de sa configuration. Une méthode efficace dans un climat sec peut avoir un effet limité dans un climat humide. Et inversement, certaines solutions adaptées à un climat humide seraient inutiles dans un désert. Il est important d'être honnête sur les limites de ces techniques. Le refroidissement passif ne remplace pas totalement la climatisation dans les climats extrêmement chauds et humides, où l'évaporation naturelle devient peu efficace et où l'inertie thermique seule ne suffit pas à compenser des températures nocturnes élevées. Ces techniques demandent également une adaptation architecturale qui n'est pas toujours possible dans un logement existant, en particulier en appartement, où l'on ne contrôle ni l'orientation, ni le nombre de façades exposées, ni le type de toiture. Enfin, aucune de ces solutions ne produit d'effet immédiat comparable à un climatiseur électrique. Leur efficacité repose sur une application constante dans le temps et sur une bonne compréhension des conditions climatiques locales.
Nous avons vu comment des civilisations entières ont réussi, il y a des siècles, à produire de la glace en plein désert grâce au yakshal, à climatiser leurs maisons grâce aux tours à vent, et à maintenir une fraîcheur naturelle grâce à l'inertie thermique, la ventilation croisée, les cours intérieurs et les protections solaires. Ces principes reposent tous sur des phénomènes physiques simples: l'évaporation, le rayonnement, la convection et la conduction thermique. Ce sont les mêmes lois physiques qui régissent encore aujourd'hui nos systèmes de refroidissement modernes. En comprenant ces mécanismes, vous pouvez adapter intelligemment votre logement, réduire votre dépendance à la climatisation électrique et faire des économies d'énergie, tout en gardant à l'esprit que chaque solution doit être choisie en fonction de votre climat et de votre type d'habitation. N'hésitez pas à expérimenter ces idées chez vous en commençant par les plus simples, comme la ventilation nocturne ou les protections solaires extérieures, avant d'envisager des adaptations plus importantes. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à Refroidissement Caché pour découvrir davantage de solutions intelligentes afin de garder votre maison fraîche et d'économiser de l'énergie.